Bonsoir, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, fidèles téléspectateurs de l'émission ID. Aujourd'hui, ID va parler de l'autonomisation financière des jeunes. Et celui-là qui est sur ce plateau pour nous parler de ce thème est Elmacio Gorson. Elmacio Gorson, bonsoir. Oui, bonsoir Monsieur Condor, bonsoir à nos téléspectatrices et à nos téléspectateurs. C'est toujours un réel plaisir de partager les connaissances. Parce qu'aujourd'hui, comme j'ai coutume de le dire, sa connaissance, il n'y a pas de meilleure possibilité d'agir, puisque les gens n'agissent que dans la limite de leur connaissance. Donc ce qu'il faut vraiment améliorer aujourd'hui, ce qu'il faut performer aujourd'hui, c'est justement la connaissance. Et quand je suis invité à des échanges de connaissances, je pense que c'est tout ce que nous avons à offrir pour le moment, chacun jouant son rôle dans cette cité pour le meilleur et le bien-être général. Donc une fois encore, merci et merci à ceux qui nous font confiance. Elmacio Gorson, j'espère que vous vous sentez à l'aise en abordant le thème de l'autonomisation financière des jeunes. Bon, la question me paraît suspecte. Je ne sais pas ce qu'elle cache, mais je me dis que certainement toute personne responsable devrait, disons, se sentir à l'aise en abordant un sujet d'importance, puisque c'est un sujet capital qui nous concerne, qui concerne nos enfants, qui concerne nos citoyens, qui concerne la civilisation dans laquelle nous sommes. Donc je crois que c'est une question d'importance et toute personne devait se sentir responsable et heureux justement d'apporter sa clairvoyance à la chose. Donc oui, je suis tout à fait à l'aise. Merci beaucoup d'être à l'aise en abordant ce thème. Et quand on parle de l'autonomisation financière des jeunes, qu'est-ce qui vous vient directement à l'esprit? Alors, il faut dire que je pense que pour moi, d'abord, il faut éviter ce qu'on appelle un facteur de confusion. Souvent, tout le monde part du principe que ce dont on veut parler, on connaît déjà les éléments de base et donc on peut en parler. Et souvent, dans l'évolution des échanges, on se rend compte qu'il y a quiproquo, il y a incompréhension, il y a facteur de confusion. Donc il serait d'abord important que lorsque nous abordions un thème comme l'autonomisation des jeunes, qu'on puisse d'abord s'entendre sur ce que c'est que être jeune ou la jeunesse. C'est très important pour nous. Alors, pour nous, la jeunesse, ce n'est pas une période de la vie, ce n'est pas une période de temps ou d'âge, en fait, parce que si vous voulez évaluer le concept et l'origine du concept de la jeunesse et limiter cela tout simplement à des facteurs d'âge, on serait en porte-à-faux avec un autre élément qui est la maturité d'esprit. Et donc, il faut comprendre que la jeunesse ou être jeune consiste essentiellement en une valeur. La jeunesse est une valeur. Je pense que le problème qui se pose aujourd'hui dans l'incapacité de mettre en place un système éducatif conséquent, c'est justement le fait que nous n'avons pas de cohérence dans le concept que nous utilisons avec les valeurs qui définissent notre civilisation. Et quand il y a une rupture entre les valeurs universelles et les concepts que nous utilisons, il y a une forme de viduité qui s'installe et par conséquent, on se mélange les pieds. Or, tout concept doit être relié fondamentalement à des valeurs. Et c'est dans les valeurs qu'on trouve le cultuel, qu'on trouve le culturel, qu'on trouve les choses qui sont à nous, puisque nous sommes nous, nous ne sommes pas les autres. Donc pour moi, la jeunesse est une valeur qui n'est pas togolaise, qui n'est pas africaine, mais qui est universelle. C'est d'abord une valeur qui représente un certain nombre de choses, comme par exemple l'innocence, d'accord, comme par exemple
la créativité, comme par exemple le dynamisme. Et un autre élément important, c'est la potentialité. D'accord? Tout ce qui est potentiel ou tout ce qui est potentialité est jeunesse ou est jeune. La jeunesse est également le symbole de la pérennité, car on ne peut parler de pérennisation que lorsqu'on regarde la jeunesse. La jeunesse est également le symbole de la production et de la productivité. Et ça également, c'est un élément important. Donc en fait, nous sommes devant un concept générique qui renferme en lui-même un ensemble d'informations nous permettant d'évaluer réellement les actions et les idéologies à l'endroit de couches se situant aussi bien physiquement que mentalement dans cette période mythique qu'on appelle la jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, même les organisations internationales ne s'entendent pas encore réellement sur la période qui pourrait être qualifiée de jeune ou de jeunesse. Mais je pense qu'en nous reconnectant à des valeurs qui définissent les caractéristiques fonctionnelles de ce que c'est qu'être jeune, nous pourrions émettre des énoncés ou des idéologies qui nous permettraient de formaliser une forme d'éducation adaptée à la potentialité, à la pérennité, à la productivité, à la créativité, et, disons aux défis à relever. Tout ça, c'est la jeunesse, à l'innocence, à la pureté. Vous voyez? Et ça, c'est ce qui caractérise la jeunesse. Donc, on pourrait dire, mais quand vous voyez aujourd'hui un jeune, qu'est-ce que ça vous inspire? Ça inspire l'innocence, vous voyez? Ça inspire la pureté, ça inspire l'absence de dogmatisme ou l'absence de dogme. Ça inspire un esprit prêt à la curiosité, un esprit prêt à la conquête, un esprit qui veut conquérir l'inconnu, l'infini et l'illimité. Et ça, c'est la jeunesse. Et donc, cette fougue que la jeunesse a, nous tous, je ne veux pas dire qu'on a été jeunes, nous sommes jeunes. Parce que c'est là, être jeune, c'est dans la tête. Donc, parce qu'il y a des personnes qui sont dans la tranche d'âge, mais qui sont déjà vieilles, d'accord? Donc, être jeune, c'est dans la tête. Et donc, pour moi, c'est une perception de la réalité qui vous permet, d'accord, d'être dynamique, d'avancer, d'être curieux, de faire des remises en cause, de remettre en cause tout ce qu'on croit savoir et de poser d'autres paradigmes qui permettent d'aller de l'avant. Vous voyez, c'est ça la jeunesse. Et la jeunesse est symbole de l'esprit transcendant. Voilà, la jeunesse, c'est tout ce qui transcende. La fougue de la jeunesse, quand les gens sont jeunes, vous voyez, la jeunesse rêve. On rêve d'un monde à la conte de fées, où on rêve d'un monde où la justice est parfaite. On rêve d'un monde où la prospérité est là. Mais plus le jeune grandit sans éducation liée à ce type de rêve, il commence à se rendre compte qu'il y a une réalité qu'il fera tôt de considérer comme étant la réalité. Parce que les gens lui diront, oh, ça c'était des rêves, maintenant c'est la réalité. Et donc quand il tombe dans la supposée réalité, son esprit jeune, curieux, remis en cause, transcendant, eh bien cet esprit commence à mourir. Et quand cet esprit meurt, il commence à faire comme tout le monde. C'est l'histoire donc d'un chasseur qui a trouvé un œuf d'aigle un œuf d'aigle sur une montagne, qu'il a ramené, qu'il a fait couver donc par une poule, mère poule. Et après, l'œuf a éclos comme tous les autres œufs de poussin. Et par la suite, eh bien, un jour, en grandissant, c'est vrai que ce poussin bizarre, un aiglon, parmi d'autres poussins, c'est quand même bizarre, il picore, il fait comme tous les poussins. Et un jour, il voit un aigle dans le ciel et il dit, maman, 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 regarde ce magnifique oiseau qui vole dans le ciel. J'aimerais voler comme cet oiseau. Et la maman lui dit, tais-toi, picore au sol, tu es un poussin, tu n'es pas un aigle. Donc, ce qui veut dire en fait que
et ça c'est une déclaration qui m'engage, je pense que les adultes sont des criminels de la jeunesse. Les adultes ont tué la jeunesse. Les adultes tuent la jeunesse. Et vous savez pourquoi? Simplement parce que les adultes ont oublié qu'ils ont été jeunes. Ils ont oublié qu'ils sont jeunes. Et quand on oublie qu'on a été enfant, on maltraite les enfants. Quand on oublie qu'on a été jeune, qu'on a été enfant, on ne planifie pas l'avenir pour les enfants. On sombre dans la corruption, on sombre dans l'absence de vision pour la jeunesse, on sombre dans l'égocentrisme parce qu'on a oublié quoi? Sa propre innocence, son propre caractère, sa fougue, son esprit transcendant, sa curiosité, le fait qu'on doit encore travailler et aller plus loin pour les autres. Tous ceux qui ne travaillent pas pour les jeunes, tous ceux qui ne préparent pas un avenir pour les jeunes, ces adultes-là, ce sont des criminels de la jeunesse. Ce sont des personnes qui ont oublié quels sont ou quels ont été jeunes et donc ont tué leurs propres jeunes en eux-mêmes, leur propre jeunesse intérieure et sont devenus assassins de la jeunesse. Et c'est pourquoi je fustige cela, parce que je me dis que quelque part, il n'y a pas assez d'attention pour des personnes qui veulent développer un pays qui, en fait, sera toujours la ad vitam aeternam, de ne pas se focaliser sur l'élément le plus important de la pérennité, de la civilisation, de la société, qui est donc la jeunesse. Donc je crois qu'aujourd'hui, les adultes ont failli. Ils ont failli et les parents également ont failli parce qu'ils ont été meurtris par la vie et ils ont oublié leur propre jeunesse intérieure et ils sont devenus des criminels de la jeunesse. Malheureusement, aujourd'hui, on a beaucoup de personnes responsables, quiproquos de programmes, qui n'arrangent qu'eux-mêmes. Il n'y a pas de rêve sur 50 ans, il n'y a pas de rêve sur un siècle. Et pourtant, le fait de rêver sur 50 ans, sur un siècle, c'est ce qui démontre que nous sommes jeunes. C'est ce qui démontre notre transcendance. Et c'est ça la jeunesse. Oui. Qu'est-ce que les parents et les adultes d'aujourd'hui devraient faire en faveur de la jeunesse? Bon, je pense que le premier terrain de développement de l'enfant, enfin du jeune, pour aller à l'autonomisation, d'accord, ça commence d'abord par le modèle des parents. Et ça, aujourd'hui, dans notre société, les parents ne savent même pas comment être parents. On est dans un dilemme. Excusez-moi, les parents, je n'ai absolument rien contre vous, je suis parent également, mais je vous assure, les parents aujourd'hui sont complètement démodés. Ils sont en déphasage parce qu'ils ne savent plus comment être parents. Quand ils veulent essayer. Puisque la société n'a plus aujourd'hui les bases morales qui permettent aux parents de pouvoir s'asseoir en tant que parents pour ériger un comportement conséquent aux enfants. Parce que quand les enfants sortent du cercle familial, ce qu'ils voient en dehors du cercle familial est pire et démontre que les parents ne sont pas soutenus par la société. Et si les parents ne sont pas soutenus par la société, mais qu'est-ce que les parents peuvent faire? Ils sont complètement livrés à eux-mêmes. Et là où la responsabilité des parents s'impose, c'est que les parents ne forment pas une unité de parents. C'est-à-dire, au lieu de former des associations à la con, excusez-moi le mot, on aurait mieux fait de créer des associations qui soient des associations non pas pour des établissements, mais au niveau national, qui appartiennent uniquement aux parents. C'est comme une communauté. En fait, on est dans une communauté, c'est comme un village, où tous les parents se mettent ensemble pour dire que nous décidons de revoir les bases morales et éthiques pour l'éducation de nos enfants. Parce que ce que nous constatons à la maison, ça ne marche pas. Mais les parents ne le feront pas. Ils diront qu'ils sont occupés, qu'ils vont au boulot, et qu'ils n'ont pas le temps, machin. Et c'est ça le problème. Donc pour moi, le terreau premier pour l'émergence d'une conscience de développement d'un enfant vers l'autonomisation, puisque c'est là où l'enfant acquiert l'exemple, c'est d'abord dans le cercle familial. Deuxième niveau, c'est l'éducation. Nous avons un système éducatif arriéré. Nous sommes dans un système éducatif qui ne correspond plus
au dynamisme actuel du monde. La question la plus simple est la suivante. Quel type de Togolais nous voulons? Et à partir de ce moment-là, nous faisons de la conspiration proactive. C'est-à-dire, nous nous entendons sur le fait que, étant donné que c'est telle direction que nous voulons prendre et c'est telle destination que nous voulons atteindre, nous créons la politique de l'éducation qui convienne. Et donc, nous allons dire plutôt qu'à chaque époque correspond son système d'éducation. À chaque défi correspond un système d'éducation. Actuellement, nous sommes avec le coronavirus, il faut un autre système d'éducation. En fait, l'éducation est si dynamique qu'elle s'adapte systématiquement aux périodes, aux époques et tout. Aujourd'hui, nous sommes encore dans un système éducatif complètement dépassé et nous voulons produire des jeunes autonomes financièrement, ce qui ne sera pas le cas. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes, pour ce que nous en savons, le thème jeune pour eux signifie mendicité. Le thème jeune signifie pour eux trouver le moyen de s'enrichir. Il n'y a pas de code moral. Tant que quelqu'un n'a pas un paradigme moral, qu'est-ce que vous pouvez attendre de lui? Qu'est-ce que vous pouvez espérer de sa productivité? Vous n'obtiendrez absolument rien. Donc, le troisième élément, c'est le jeune même qui doit se prendre également en charge. Parce que être jeune, c'est également se prendre en charge. Je ne dirais pas se prendre en charge tout de suite financièrement, mais je dirais se prendre en charge moralement. Enfin, chez nous, on dit souvent que si tes parents ont fini de t'éduquer, il faut que tu te dis que toi-même. Aujourd'hui, nous avons des jeunes qui n'ont pas de vision, qui n'ont pas de rêve. Enfin, peut-être ils ont des songes, mais je ne sais pas s'ils ont réellement un rêve planifié. Pour les jeunes que j'ai rencontrés, ils n'ont pas de vision. Ils ne se sont pas posé la question de savoir, et si ma vie était une entreprise, comment est-ce que je voudrais la diriger? Comment est-ce que je vais gérer le facteur temps? Comment est-ce que je vais gérer les règles liées à cette entreprise? Parce que justement, la vie de chaque individu est une entreprise. Et le jeune doit déjà savoir qu'il a une entreprise. Et sa première entreprise, c'est lui-même. Il est le président, directeur général de son entreprise. Et donc, tout ce qu'il pense, tout ce qu'il projette, tout ce qu'il va dire, tout ce qu'il va faire, tout ce qu'il va organiser autour de cette entreprise, ça ne dépend que de lui-même. Mais l'élément premier, c'est les valeurs. Sans les valeurs, il n'obtiendra rien du tout. Parce que si vous analysez aujourd'hui le monde, et je parle en tant que consultant en développement personnel, ce ne sont pas les actes directs ou indirects que nous posons qui nous rendent riches. Nous ne sommes riches que des valeurs. La banque, aujourd'hui, c'est parce qu'on lui fait confiance qu'on dépose de l'argent. C'est parce que nous nous faisons confiance que nous vivons dans une société. L'honnêteté peut permettre à quelqu'un de travailler avec toi. La transparence dans ta propre gestion peut convaincre une autre personne de vouloir te confier ses biens. Quelqu'un peut t'engager rien que parce que tu as des valeurs, tu as des principes, non pas que tu as des diplômes. Donc il faut que les gens sachent que ce qui enrichit leur vie au niveau intellectuel, spirituel et au niveau matériel, c'est d'abord s'approprier des valeurs, devenir l'incarnation de ces valeurs. Et quand on vous voit, on sait qui vous êtes. Et quand on sait qui vous êtes, on sait comment vous positionner. Et on sait comment ne pas vous positionner. Mais aujourd'hui, nous avons des jeunes dont le comportement est aléatoire, qui va au gré du vent, au gré des mauvais esprits. Et c'est ça qui fait la corruption de la jeunesse. La jeunesse n'a pas sa propre identité, parce qu'elle n'a pas su tirer de sa propre idéologie de jeunesse les valeurs dont elle ou ils doivent s'approprier pour incarner l'identité jeunesse. Nous avons un véritable problème parce que aussi bien nos ministères dans la matière que les organisations, si vous n'êtes pas compétent,
recruter des compétences pour faire un travail visionnaire. Parce que, quoi qu'on dise, aujourd'hui n'est pas ce qui compte. La plus grande richesse que nous devons laisser à la postérité, c'est notre propre histoire. Je dis bien, la plus grande richesse que nous laisserons à la postérité, c'est notre histoire. Parce que c'est notre histoire qu'on lira. On lira que M. Condor a fait une émission pendant des années. On lira que telle personne a participé, a fait ceci pendant des années. Même si ce n'est pas écrit dans les livres d'histoire, la nature n'oublie pas. Elle possède en mémoire les archives de tout ce que chacun fait et pose et transmet cela aussi bien invisiblement que visiblement. Et donc, l'histoire ne souffre pas de perte de mémoire, qu'on la reconnaisse ou qu'on ne la reconnaisse pas. J'ai toujours dit que le plus gros problème de l'homme, c'est de croire qu'il est plus intelligent qu'un système universel dont il ne connaît pas le commencement, dans lequel il se trouve, il croit être plus intelligent que ce système-là. L'humilité doit nous accompagner et un questionnement, parce que là il s'agit de questionnologie, un questionnement doit nous interpeller constamment. Pourquoi sommes-nous là? Qu'est-ce que nous sommes censés faire? Qu'est-ce que je dois faire en tant que moi et qui devient mon histoire, mais qui n'est pas distinct de l'histoire de mon pays, de l'histoire de la nature, de l'histoire universelle. C'est ce que j'appelle la responsabilité universelle. Merci beaucoup, Elmas Godson, pour cette introduction qui constitue en elle-même un autre thème. J'espère que très prochainement, nous allons l'aborder pour que ceux qui ont en charge cette jeunesse et cette jeunesse elle-même puissent comprendre ses responsabilités dans ce monde, dans cet univers, pour que chacun joue correctement son rôle. Mais aujourd'hui, comme je le disais tantôt, nous allons parler de l'autonomisation financière des jeunes. Et quand on parle de l'autonomisation financière des jeunes, qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Alors, ce qu'il faut comprendre par là, un jeune, pour être financièrement autonome, doit, en tant que jeune, pour tout ce que j'ai donné de qualificatifs ou d'attributs de jeune, doit d'abord se donner à lui-même une certaine vision. Parce que c'est de votre vision que procèdent vos actes. Vous devez savoir ce que vous voulez. Ce que vous voulez de vous en tant qu'entreprise. Quels sont vos talents naturels, en dehors de ce que vous avez étudié? Parce qu'aujourd'hui, on est tous pris dans un système d'éducation qui ne nous donne toujours pas le résultat que nous souhaitons. On ne forme plus les gens aujourd'hui sur leur talent. On forme les gens sur ce qu'on leur fait croire et qui, en réalité, est un mensonge. Parce que des systèmes de formation veulent toujours avoir de l'argent, on ment aux gens, on leur fait des formations qui ne donnent aucun résultat. Il est important que même si le jeune passait dans ce système, ou s'il ne passait même pas dans ce type de système, puisqu'on a vu des personnes qui n'ont pas été à l'école mais qui sont riches et qui sont bien, parce que l'intelligence, il faut la différencier de l'intellectualisme. D'accord? Être intellectuel ne vous donne pas forcément de l'argent. Ok? Ne pas avoir été à l'école peut vous donner beaucoup d'argent. Parce que, en marge de ça, vous êtes intelligent. Parce que être intelligent transcende le fait d'être intellectuel. Et c'est ce qui manque d'ailleurs dans beaucoup d'administrations. On a beaucoup d'intellectuels, mais on n'a pas beaucoup d'intelligents. Malheureusement. Donc, il faut que le jeune soit intelligent. C'est-à-dire qu'en dehors de sa formation préfabriquée, il faut qu'il se pose la question de savoir qu'est-ce qu'il a comme talent, à quoi lui-même il sait qu'il pourrait s'adonner et réussir. Pourquoi je le dis? Vous savez, Dieu, pour ceux qui croient, hein, Dieu, pour nous qui y croyons, je le considère comme l'intelligence absolue, qui veut que chaque individu qui naît ne naît pas stérile, c'est-à-dire il naît parce qu'il a une raison d'être et il a un talent particulier qu'il apporte dans la société dans laquelle il est né.
Et donc nous sommes des graines, nous sommes porteurs de promesses. Parce que la nature a estimé que du fait même de notre possibilité d'exister, nous avons une possibilité de mission ou des missions à apporter à notre société. C'est cette étude que des gens devraient faire. Parce qu'aujourd'hui, quand on me parle de chômeurs, je dis non, il n'y a pas de chômeurs. C'est la société qui a échoué. C'est la société qui a échoué parce que c'est la société qui est chômeur. Puisque la société est incapable de produire des gens qui ne soient pas chômeurs. Et donc, ce n'est pas les gens qui sont chômeurs. C'est la société qui, en fait, a échoué dans son système et qui veut faire porter le chapeau, n'est-ce pas, à des individus qui sont constitutifs de cette société-là. Donc, il est important que la société comprenne que la véritable éducation, c'est détecter le talent naturel de quelqu'un et ensuite l'accompagner à développer ce talent parce qu'il n'est pas né inutile. C'est vous qui le rendez inutile. Et donc, vous êtes responsable du braquage, vous êtes responsable du vol, vous êtes responsable des mauvaises actions parce que vous n'avez pas pris les dispositions. C'est ça la responsabilité de la société. Tant que la société ne va pas la reconnaître, elle va rejeter la responsabilité sur l'individu. L'individu sera continuellement puni alors que nous devons faire le procès de la société. En Afrique, c'est la société qui est l'élément le plus important, pas l'individu. Car l'individu n'est qu'un élément de la société. Et c'est la société qui le force à agir d'une certaine manière. Mais personne ne fait le procès de la société parce qu'on estime que la société fonctionne bien alors que la société fonctionne absolument mal. C'est une société gangrénée, une société qui n'a pas de vecteur éthique et moral. Et à la base qui soit donnée. Même le civisme aujourd'hui n'existe plus. Donc il y a vraiment un problème. Ce n'est pas l'individu, c'est la société. En tout cas, c'est de mon point de vue. Donc je pense que le jeune, pour aller à l'autonomisation, doit, je vais utiliser un mot, de par sa nature de transcendance, le jeune doit se libérer de ce conditionnement social qui lui impose que tu dois faire une formation ou tu as fait une formation dont tu restes strictement, alors que la dimension même de la jeunesse, c'est une ouverture de possibilités. Et donc, c'est au jeune lui-même de se contempler, de se regarder et de voir les schémas possibles. De ne pas prendre comme exemple les vieux qui sont déjà devenus des arbres érigés, on dirait des mâts, et qu'on ne peut plus tordre. Le jeune, il est à potentialité illimitée. Il peut aller dans n'importe quelle direction. Tant qu'il se pense, je ne vais pas dire réfléchir, parce que le mot est trop galvaudé, je vais dire tant qu'il se pense, tant qu'il a la possibilité de se penser lui-même. Car la conscience ne naît que lorsqu'on se pense. Mais tant que tu ne te penses pas, tu ne renais pas de ta propre conscience. Et donc tu ne peux même pas savoir les actes que tu veux poser. Oui, et... Donc le jeune, pour être financièrement autonome, doit d'abord dégager ce qu'il sait être. Je dis bien ce qu'il sait être. Ensuite, ce qu'il sait faire ou qu'il sait qu'il peut faire. Et enfin, comment avoir? Mais il ne faut pas inverser les tendances. Aujourd'hui, les jeunes veulent avoir, sans même se demander ce qu'ils peuvent faire. Et le pire, sans se demander ce qu'ils sont. Et donc, du coup, il y a corruption de la procédure ou de l'équation qui doit être mise en œuvre. Oui, dans ce monde, dans cet univers où même l'éducation a échoué, la société aussi a échoué. Mais l'individu n'a pas le choix de vivre hors de la société. L'individu est obligé de vivre avec et dans la société. Comment ces jeunes-là doivent s'en prendre pour pouvoir tirer leur épingle du jeu? Je pense que les jeunes doivent faire une révolution de la conscience. C'est-à-dire qu'ils doivent savoir remettre en cause ce que la société ne leur apporte pas. Et ça, c'est ce que j'appelle une révolution de la conscience. Que font aujourd'hui les jeunes? Ils ne font rien. Ils ne sont même pas capables de se mettre ensemble. Parce que vous avez la capacité, le pouvoir de dire non, on ne veut pas ça. Parce qu'en fin de compte, si les adultes qui aujourd'hui sont les criminels de la jeunesse
parce qu'ils ont oublié leur propre jeunesse et donc ils ne peuvent plus planifier l'avenir de la jeunesse. C'est le seul avenir qui en vaut la peine. Si les adultes aujourd'hui sont devenus des criminels de la jeunesse parce qu'ils ont tué leur propre jeunesse en eux et donc ne peut pas planifier votre jeunesse à vous, c'est à vous de vous lever comme un seul homme et de dire « ça va ». Parce que si vous ne le faites pas, la Chine n'a pas demandé la permission pour se développer. C'est comme si en Afrique, tous les Africains, est-ce dû à la colonisation, est-ce dû à l'esclavage, on attend. Soit un sauveur va nous sauver, in extremis, soit quelque chose va venir, on va s'en sortir, mais on ne se prend pas, parce qu'on ne se pense pas. On laisse le temps nous vivre. Les jeunes doivent pouvoir se prendre en charge. C'est ça, être jeune. Il fut un temps en Afrique ici, à 14 ans, tu étais déjà un adulte. Puisqu'on te fait ton initiation dans la forêt. Et à 14 ans, on te dit d'aller à la chasse toi-même. Et la chasse, c'est la forêt, c'est le danger. Déjà, il fut un temps, à un âge donné, on était adulte. Mais aujourd'hui, à 18 ans, on dit que tu n'es pas encore adulte. Et c'est ton papa et ta maman qui continuent. Vous voyez, il y a un problème. Il y a un vrai problème. Donc, je pense que c'est les jeunes qui doivent aujourd'hui faire une révolution de la conscience et dire « ça ne nous convient pas ». Parce que c'est à eux de décider s'ils veulent être des moutons qu'on mène à l'abattoir ou si c'est à eux de décider s'ils veulent être des lions de la jeunesse. Et quand on décide d'être des lions de la jeunesse, on a son mot à dire. On a sa décision. Parce qu'on sait ce qu'on est. On est l'avenir. Et personne ne peut le nier. Le temps est avec nous. Et le temps nous donne raison. C'est ça, être jeune. Être jeune, c'est dire la vérité. C'est dire la vérité aux adultes qui, en fait, sacrifient la jeunesse pour des intérêts personnels. Tuent la jeunesse parce qu'il faut leur faire comprendre, ils sont eux-mêmes morts dans leur propre jeunesse à l'intérieur d'eux. Ils ne sont pas sauvés, ils ont perdu leur innocence, ils ont perdu leur dynamisme intérieur, ils ont perdu leur pureté. Ce qui caractérise la jeunesse, ils l'ont perdu. Donc, ce sont des personnes momifiées, des individus symétriquement enterrés. Et par conséquent, il faut que la jeunesse, dans un cri d'alarme, comme un enfant qui pleure, qui empêche sa maman de dormir, il faut que la jeunesse se lève en disant « on ne veut plus d'une formation caduque. On ne veut plus de « nous voulons si ». Si vous ne savez pas ce que vous voulez, les gens vous mangeront à leur sauce. C'est à vous de décider. Donc pour moi, c'est à la jeunesse de le faire. Oui. Aujourd'hui, Elma Segorson, ce n'est plus un secret pour personne. Nous savons que cette jeunesse qui a bénéficié de ce système éducatif que nous avons est déjà formée, elle est là, vaille que vaille, elle doit aussi jouer sa partition. La jeunesse n'a pas le choix. Vous savez, c'est comme le dit Einstein, hein? La vie est comme une bicyclette. Une fois qu'on est en train de pédaler, on ne peut plus s'arrêter. Oui, oui. Voilà. Mais c'est comme ça, c'est tragique. On ne peut plus s'arrêter. Voilà. Vous êtes conscient qu'on ne peut plus s'arrêter? Je suis d'accord. Si cette jeunesse vous répondait que c'est facile de dire, comme vous l'avez dit, Elma Segorson, donne-nous les arguments, les rudiments pour que nous puissions. Voilà. Si vous pouvez leur proposer des rudiments pour qu'ils puissent faire cette révolution dont vous parlez, ils seront à l'aise. Alors, là où je suis content et très à l'aise avec votre question que vous avez posée, ce n'est pas que je ne l'ai pas fait ou que je n'ai pas commencé à le faire. Et je vais vous dire une chose, pour ce que j'ai eu à expérimenter. J'ai, à quelques reprises, voulu mettre ensemble les jeunes. Aussi bien dans des associations que j'ai voulu dénommer l'Association des jeunes pour le développement. J'ai voulu travailler même avec des jeunes de l'université de Lomé, que j'ai voulu prendre comme le centre de réflexion de la jeunesse. Puis qui dit université, dit quand même là où les gens se pensent. Mais, in fine, bon, je ne suis jamais déçu, mais je vais le dire comme ça, puisqu'il n'y a pas d'autre mot. J'ai été un peu déçu et scandalisé par le comportement de la jeunesse.
enfin pour ceux que j'avais eu en ma présence, qui constituaient encore la jeunesse. Et ce que j'ai remarqué, j'ai vu une jeunesse qui n'est plus jeune, mais une jeunesse qui est déjà corrompue par les adultes. Parce qu'au moment où vous les mettez ensemble, en toute innocence, pour qu'ils commencent à se penser, vous trouvez rapidement des éléments de corruption et de manipulation. Et c'est là que vous vous rendez compte que ces jeunes que nous avons actuellement dans notre champ ne sont plus jeunes. Parce que, bien qu'ils soient là en tant que jeunes, ils ont déjà appris les rouages issus des adultes décadents. Et c'est ça qui m'a effrayé. Ce n'est pas que je l'ai fait une fois ou deux fois. J'ai créé une association Come In Us, pour nous mettre ensemble, que j'ai voulu faire avec les étudiants de l'Université de Lomé. Mais les tournures que cela a eu à prendre, mais des tournures auxquelles je n'avais pas pensé, parce que moi je suis dans l'éducation. Mais ce sont des étudiants eux-mêmes qui ont voulu verser par exemple dans la politique. Alors qu'en réalité, ce qui intéresse moi, ma personne, c'est votre éducation en tant que jeune. En fait, tout le monde pense aujourd'hui que pour développer un pays, il faut faire de la politique. Et c'est ça qui est tragique. Il y a plusieurs secteurs dans lesquels on peut développer un pays sans faire de la politique. Donc j'ai vu que les jeunes, excusez-moi le terme, pour l'expérience, j'ai des preuves, ils sont corrompus. Et c'est ça qui me ferait et qui me fait dire que si nous avons une génération de 30 à 33 ans qui nous permet de voir le flux de changement humain et le dynamisme moral au niveau de l'échelle humaine d'une civilisation, et qu'à l'heure actuelle, nous n'avons pas encore une pépinière de jeunes capables de penser jeunes comme cela se doit, ça veut dire que dans un cycle de 33 ans à venir, on n'aura pas résolu le problème. Donc nous avons passé plus de 50 ans à n'avoir pas résolu le problème, à avoir créé d'autres jeunes qui sont eux-mêmes criminels de leur propre jeunesse. Mais le pire, c'est que n'ayant pas ces pépinières-là, nous ne savons même pas à quel moment la société va être redressée. Et c'est pourquoi je dis que dans 99 ans, nous serons toujours en train de mener ce débat. Je dis bien dans 99 ans, on sera en train de mener ce débat. On me dira, oui, je suis pessimiste. Je ne suis pas pessimiste. Parce que les miracles, pour moi, ne dépendent que de ce que l'on fait. Mais si je ne sème pas aujourd'hui, pourquoi vais-je espérer récolter demain? C'est ce que je sème aujourd'hui que je récolte. C'est ça le miracle de Dieu. Il n'y a pas un autre miracle. Le miracle, c'est le travail et la nature fait le reste. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Qu'est-ce que la jeunesse, on lui fait aujourd'hui? Est-ce qu'on crée une nouvelle jeunesse capable de prendre la relève? Si ça n'existe pas, pourquoi vous espérez que dans 33 ans, qui est donc la durée de vie d'une génération en quelque sorte, on ait des jeunes capables de prendre la relève? Si ça n'existe pas aujourd'hui, ça veut dire que dans 33 ans, on n'aura rien. Il ne faut pas se mentir. Il ne faut pas donner de faux espoirs aux gens en disant que bientôt, dans quelques années, c'est ce qu'on a toujours dit, jusqu'à ce qu'on est là aujourd'hui. Donc je pense qu'il y a un véritable problème où il faut réellement repenser la jeunesse. J'invite les parents, j'invite les enseignants et les éducateurs à se démarquer complètement du conditionnement colonial. Parce que c'est dans ce schéma que nous sommes toujours. Et à nous approprier notre propre identité au niveau aussi bien culturel que culturel. Pour voir les valeurs qui sont les nôtres. Je dis bien les valeurs qui sont les nôtres. Prioriser ces valeurs. Déterminer les valeurs qui correspondent au concept de la jeunesse. Et ensuite, voir comment former et formater l'esprit du jeune. Parce que c'est seulement ça qui va amener le développement. Le développement, c'est d'abord dans la tête. Ce n'est pas dans les comportements, c'est dans notre esprit. Si notre esprit n'est pas développé, on peut faire du saupoudrage, on ne sera pas développé, on sera équipé
comme des singes qui vont à bicyclette. Mais notre esprit n'aura pas évolué. Et c'est le plus grand danger qui nous guette. Et ça veut dire que vous êtes pessimiste? Je ne suis pas pessimiste. Pour moi, un jeune autonome financièrement, c'est un jeune qui commence d'abord à se penser, qui repense ses propres talents, qui se démarque complètement du conditionnement de la société et qui dit « je peux faire les choses autrement ». C'est d'abord ça un jeune, quelqu'un qui a un esprit curieux et transcendant, quelqu'un qui remet en cause les choses qui ne font pas avancer et qui décide de faire les choses autrement. On peut avoir un adulte qui a l'esprit jeune parce qu'il a voulu faire les choses autrement. Et c'est de ça qu'on parle. C'est ça la jeunesse. C'est ça être jeune. Et tant qu'on peut mettre ça dans l'esprit des jeunes, on peut les rendre financièrement autonomes. Puisque le résultat final de toutes les actions qu'ils vont mener, ce sera justement qu'ils vont rentabiliser leur vie. Et rentabiliser sa vie, c'est gagner de l'argent, être financièrement autonome. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des jeunes, vous leur confiez des responsabilités, vous leur donnez même un capital. Puis c'est ce que tout le monde chante. Il faut donner une chance aux jeunes, il faut leur donner un métier, il faut leur donner un capital, ils vont réussir, ils vont nous étonner. Mais personne ne se pose la question, quel est le paradigme moral et éthique qui les détermine? Et finalement, on le leur fait et en résultat, on n'a aucun retour. Donc je pense qu'il faut reformater le jeune et dire que son autonomie financière dépend de son savoir-être, de son savoir-faire. Et à partir de ce moment, il peut facilement réussir. Oui, en tant que formateur sur le terrain, est-ce qu'il vous arrive souvent de former les jeunes? Bien sûr, nous en avons formé et il y en a qui veulent qu'on les forme selon ce qu'eux ils veulent. et c'est le conflit que nous avons rencontré. C'est-à-dire que vous venez pour... moi, je reçois en consultation, je dis oui, bonjour. Et la première question, je dis, mais qui êtes-vous? Il se présente à moi. Je dis que, bon, il dit, Monsieur Godson, je suis jeune, je veux réussir dans la vie. Quel est le conseil que vous me donnez? Tout. Je dis, bon, ok, quelle est ta vision? Qu'est-ce que tu veux vraiment? D'accord? Et cette vision-là, décris-la moi. Mais ce qui est patent, c'est que vous n'avez jamais de vision. Et si vous avez la chance ou la malchance d'avoir une femme, elle vous dira que, bon, elle va trouver un travail, elle va trouver un mari. Vous voyez? En fait, il n'y a pas le fait que la vision ne concerne pas avoir un mari. La vision ne concerne pas avoir une femme. La vision concerne ton accomplissement personnel. Ce que tu es censé accomplir, c'est ça qui te rendra heureux. Il faut que tu t'accomplisses dans toute ta diversité. Les autres choses là, ce sont les résultats de ton accomplissement. Il y a des gens qui ont tout ça mais qui ne sont pas heureux. C'est ton accomplissement. Tu es une graine, tu dois t'accomplir. Et quand tu t'accomplis, tu es heureux. Et c'est ta joie que tu partages avec les gens. Mais quand vous voyez les jeunes, ils n'ont pas de vision. Maintenant, c'est à vous de leur expliquer qu'est-ce que avoir une vision, comment rêver. Maintenant, ensuite, quelle méthodologie mettre en place pour commencer à concrétiser ses rêves. Et vous savez ce qu'ils veulent faire? Eux, ils veulent tout de suite en même temps. Ils ne veulent pas progresser par échelle. Ils ne veulent pas aller de leurs propres efforts. Ils trouvent même des fois que c'est trop lent parce qu'ils sont pressés d'y aller. Et on vous cite des Dangote, on vous cite, alors que vous ne connaissez aucunement la vie de ces gens. Et quand le jeune est pressé, il faut l'amener à être sage. Mais quand le jeune est pressé, il va commettre des erreurs. Il va se mettre dans des situations, c'est là que l'adulte intervient pour cadrer la jeunesse et lui montrer comment il doit être sage. Donc nous formons des jeunes. Nous leur donnons, la première chose, c'est libérer leur esprit. Et la deuxième chose, c'est la possibilité que le jeune va se penser avoir une vision. Et le reste découle de sa vision, car plus ta vision est claire, plus ton destin également est clair. Donc le jeune peut poser maintenant des actions et avoir des résultats de ces actions. Oui, voilà. Si il faut faire un bilan à mi-parcours de ces jeunes que vous avez eu à former. Bien sûr. Qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui? Est-ce que cette formation a eu d'impact sur leur avenir? Est-ce que ça a pu changer un peu leur manière de regarder et d'interpréter la vie? Je pense que c'est ce que vous venez de dire qui nous concerne.
ça a d'abord changé leur manière de regarder, d'interpréter la vie. Je vous donne un exemple simple. Nous avons travaillé avec le ministère des Finances pour des jeunes qui sont sortis d'une certaine formation et qui étaient, je crois, comptables, enfin, de diversité. Mais je pense qu'à l'époque, la cellule du ministère des Finances chargée du secrétariat permanent chargé des réformes avait estimé que ces jeunes, il fallait les accompagner pour qu'ils se repensent. Parce que, certes, ils ont une formation, mais est-ce qu'ils se sont formés eux-mêmes? Est-ce qu'ils sont eux-mêmes? Et donc, ces formations-là, je crois que souvent, chaque année, on a eu à les faire pour accompagner ces personnes qui sont sorties d'une formation et changer leur perception. Tel que vous êtes en train de le dire, et je vous assure, bon, ce ne sera pas à nous de féliciter, mais j'estime, je suppose, que si nous avons toujours été cooptés chaque année, depuis des années, pour le faire, je pense, à mon humble avis, que la satisfaction est totale. Et aujourd'hui, tous les jeunes que nous avons formés, beaucoup ont réussi. Je me rappelle même, quand nous avions formé 687 agents sur le territoire national, il y a même eu un monsieur qui était déjà âgé. Il avait assisté à la formation. C'était à Défalé. Il avait assisté à la formation, à l'une de nos formations. Un monsieur, il est âgé, celui-là, il n'avait plus apparemment rien à faire. Mais quand on a fini la formation, il a dit, je vais retourner à l'université. Parce que je pensais que ma vie avec la retraite était finie. Hein. Mais je viens de réaliser que c'est maintenant que ma vie vient de commencer. Et aujourd'hui, cette personne, exemple, existe et a pu créer son entreprise même après sa retraite. Parce qu'il a pu dire, je suis encore jeune. Vous voyez, c'est ça ce que je vous disais. Il faut d'abord définir l'idéologie de la jeunesse. La jeunesse n'est pas une tranche d'âge. C'est ça la jeunesse. Et il a pu récupérer sa vie. Mais vous avez la majorité des personnes qui vont à la retraite. On dirait même que c'est un satisfait pour eux d'aller à la retraite. Oh non, moi je suis à la retraite. Hein. Oh moi j'ai déjà tout donné. Hein. Non, moi j'ai déjà fait mon temps. Hein. C'est-à-dire que vous avez des Français biscornus qui n'ont même pas de sens. Et finalement vous dites oui, il tombe malade, il est décédé, il dit qu'il a fait son temps. Non. Aujourd'hui, vous êtes à la retraite, c'est maintenant que votre vie commence. Vous êtes jeune. Vous pouvez encore donner le meilleur de vous-même. Vous voyez, et c'est autant de choses qui prolongent la vie. Quand vous avez dans une famille une grand-mère, si elle est souvent malade, si vous lui donnez un petit enfant, l'enfant rajeunit la grand-mère. Parce que rien qu'en voyant l'enfant, la grand-mère est heureuse, elle est joyeuse. Et ça lui donne l'impression d'être encore une jeune personne. Parce qu'il n'y a que notre idéal qui nous rend jeunes. Il n'y a que notre vision qui nous rajeunit. Il n'y a que notre propre idéologie intérieure de notre propre accomplissement. Il n'y a que notre transcendance personnelle et la recherche de notre transcendance qui nous rend jeunes. Parce que quand tous les matins, tu as une vision de ce que tu sais que tu dois faire, c'est ça qui te fait lever chaque jour. Et tu mets de côté le désespoir, la frustration, la rancœur, tout ce qui t'empêche et t'alourdit et te rend vieux, tu laisses tout ça de côté et tu vas de l'avant. Parce que être jeune, c'est d'abord ton esprit transcendant qui le définit. Est-ce que durant vos formations, vous avez des exemples types de formations données à la jeunesse de par le monde pour permettre à nos jeunes, à notre jeunesse, d'avoir un repère pour y aller? Oui, le mot repère est bien choisi et c'est ce que nous faisons. C'est-à-dire qu'il y a des formations types adaptées à la jeunesse. Comme je viens de donner quelques bribes d'informations, ça, ce ne sont que des informations. Mais quand on parle de formation, ça veut dire que les gens sont en quelque sorte en situation réelle, in real time. Donc, il y a des formations que nous donnons. Ces formations permettent aux jeunes de savoir à cette étape de leur vie
comment ils peuvent se récupérer et ce qu'ils doivent faire. Donc ces éléments que je vous ai donnés un tout petit peu ne sont que les éléments des formations que nous donnons de façon générale. Et ces formations ne sont pas pour, entre griffes, les jeunes. C'est pour quelqu'un comme M. Condor. C'est pour quelqu'un comme n'importe quelle personne qui sait que c'est l'énergie qui est la chose la plus importante. Donc nous donnons ces formations-là. Et les gens, je pense que jusqu'à aujourd'hui, ça se passe bien. Si vous analysez la jeunesse togolaise, quel est votre point de vue? Ah, c'est difficile. Il faut dire que quand je regarde la jeunesse togolaise, ce que je ressens, hein, je ne vais pas dire mon point de vue, ce que je ressens d'abord, c'est de la tristesse. Je suis honnête, c'est ce que je ressens d'abord. Je ressens de la tristesse. Je vois les efforts des parents de vouloir produire des enfants et je vois que ces jeunes, je vois l'avenir et je dis, ça va être compliqué. Quand nous faisons des enfants, ils sont notre espoir. Je ne vois pas un parent qui a mis au monde un enfant et qui n'est pas heureux lorsque l'enfant ramène des notes. C'est vrai, les notes ne sont pas importantes, mais le fait qu'on sait que notre enfant fait des efforts et qu'on souhaite que demain, la société lui reconnaisse ses efforts et que la société lui trouve sa part au sein de la société. Pas une société occidentale, déchiquetée par sa propre superposition d'esprit appelée élimination de données, mais une société holistique dont l'esprit circulaire de ses membres permet de ne jamais rien rejeter et d'intégrer tout le monde. C'est ce qu'on appelle la communauté. Et nous, Africains, de l'Égypte antique, nous étions les premiers à fonder les communautés africaines. Mais aujourd'hui, au sein de la société, le concept de communauté n'existe pas. Je me rappelle encore d'un Togo, il y a quelques années, lorsqu'un enfant, n'importe lequel des enfants, pose un acte inconvenant dans la rue, n'importe qui devenait son censeur. N'importe qui pouvait lui administrer une punition. N'importe qui pouvait encore le réprimander. Mais aujourd'hui, ah non. L'enfant va te regarder, va te demander, est-ce que tu es mon père? Je vais te casser la tête maintenant, tu vas voir. Alors là, vous allez dire que l'enfant a tort, mais l'enfant a raison. Est-ce que vous lui avez appris ce que c'est qu'être un père? Est-ce que vous lui avez montré que être père, ou le concept de père, d'accord, est une valeur universelle de la communauté? Ou bien vous lui avez simplement dit que c'est celui qui est à la maison, seul qui est son père. Et si son père à la maison décédait et qu'il n'avait plus de père, qui devenait son père? Qui devenait son père? Je pense que quand je regarde la jeunesse, j'ai un mal de cœur. Parce que la jeunesse va souffrir. Il ne faut même pas se leurrer. La jeunesse va souffrir. Et la jeunesse se nourrit de promesses de je ne sais quoi et refuse de se penser. La jeunesse accepte les miettes qu'on peut lui jeter comme un chien assis à côté d'une table. Et la jeunesse prend, mange et puis va dormir. Parce que la jeunesse elle-même ne réfléchit pas à sa jeunesse dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 100 ans, dans un siècle. Quand je regarde la jeunesse aujourd'hui, j'ai un mal de cœur. Je souffre dans mon cœur. Je souffre à la place de tous les parents et je me dis, nous avons échoué. Pas ils ont échoué, hein. Nous avons échoué. Nous tous, nous avons échoué. C'est ce que j'appelle la responsabilité collective. Et tant que nous pouvons prendre, chacun à son niveau, prendre cette responsabilité collective-là, cet esprit jeune de remise en cause, je pense qu'on peut faire quelque chose. Je pense qu'il n'est pas tard. Je crois en l'esprit jeune
et je crois à la jeunesse. Merci beaucoup, Elmas Godson. Le temps qui nous est imparti tire déjà à sa fin. Je ne peux pas te laisser sans conclure, sans nous donner ta conclusion. Et j'espère que nous allons encore nous revoir sur ce thème pour qu'on puisse proposer des solutions adéquates qui puissent permettre à la jeunesse et à toute la société de se ressaisir. Il n'est pas encore trop tard. Je pense qu'il n'est pas trop tard et je voudrais inviter la jeunesse et toute la société togolaise à savoir que ce n'est pas le gouvernement qui va vous rendre heureux. Ce ne sont pas les promesses qui vont vous rendre heureux. C'est à vous de décider, c'est à vous de faire le choix et c'est vous seul qui pourrez vous rendre heureux. Vous devez vous dissocier des concepts erronés. Vous devez vous dissocier de ce qu'on vous fait croire. Et vous devez vous dissocier de cette aberration qui veut que votre bonheur soit entre les mains de quelqu'un d'autre. Parce que quelqu'un d'autre vous fait la promesse qu'il peut vous sauver. Vous êtes vous-même l'artisan de votre bonheur, de votre destin. C'est dans notre hymne national. Pour que cela soit une réalité nationale, il faut que ce soit d'abord une réalité individuelle. Et j'invite tout le peuple togolais à se penser à nouveau, à se repenser encore et encore, à ne jamais arrêter de se penser, car c'est le chemin de la prise de conscience et de la responsabilité collective. Voilà ce que je peux partager. Merci Elmas Godson, chers téléspectateurs. Nous mettons un point final à ce numéro de ID. Toutes nos reconnaissances à l'équipe technique dirigée par Melka Kouadan. À vous, chers téléspectateurs, un remerciement renouvelé pour cette fidélité que vous accordez à votre émission préférée ID. Aujourd'hui, nous allons parler de l'autonomisation financière des jeunes. Notre invité Godson nous a fait l'étalage de tout ce que la jeunesse doit s'approprier avant de penser à son autonomisation. Et je crois que tout ce qu'il nous a dit n'est pas tombé dans les oreilles d'un sourd. Nous avons bien compris et très prochainement, il sera encore dans cette émission ID, n'est-ce pas Godson? Bien sûr. Avec plaisir. À vous, chers téléspectateurs, à la prochaine. Et d'ici là, bye bye.